Bonjour, bienvenue sur cette deuxième journée de Digitaline 2017. Vous avez été très nombreux à nous suivre hier, en témoigne le grand nombre de tweets. Aujourd'hui, nous allons être très heureux de faire gagner les 3 personnes qui relèguent le plus le hashtag Digitaline 2017, qui vont gagner ce petit livre coup de cœur qui est vraiment dans l'esprit de l'événement. Comment formerez-vous demain, écrit par l'équipe SIDO, que nous recevrons tout à l'heure. En attendant, c'est le tour de la première table ronde où Jérôme va vous présenter comment le digital permet d'augmenter les compétences et les talents. Merci. Merci beaucoup Pascal. Je précise justement que Clarence Thierry, la dirigeante de SIDO, sera juste après nous, l'intervenante qui prendra la parole ici même en direct de ce studio. Bonjour, bonjour, merci d'être toujours aussi nombreux avec nous pour cette émission et cette édition de Digitaline 2017. Alors, cette table ronde s'appelle l'impact du digital learning sur la gestion des compétences et des emplois et des compétences. À ma droite, Stéphane Thivin. Bonjour, enfin, c'est à votre droite surtout, c'est surtout à votre droite, mais c'était pour voir si vous suiviez. Vous êtes donc de représenter Skillview, associé, et puis de l'autre côté, donc à ma droite et à votre gauche, jusqu'ici tout va bien, Nicolas Mourgue qui est gérant de Human Booster. Bonjour. Bonjour, ce que je vous propose tous les deux avant de commencer, très brièvement, sans que ce soit une page de publicité un peu trop marquante, puisque le CSA risquerait de nous retoquer après, c'est de nous dire un peu qui vous êtes et ce que vous faites. On va commencer par vous, si vous le voulez bien. Avec plaisir. Human Booster, qu'est-ce que c'est ? Alors, Human Booster, c'est une entreprise que nous avons créée donc en 2007 avec un projet de démocratisation du conseil en gestion de compétences en direction des petites entreprises de notre territoire en Auvergne. Alors, cette entreprise du coup existe maintenant depuis 10 ans. Nous avons rapidement développé l'activité autour de 4 pôles. Un pôle orienté conseil en gestion de compétences, un pôle orienté conseil en système d'information, donc une dimension informatique, un pôle orienté notamment sur la dimension formation, formation de salariés, formation de public demandeurs d'emploi, et un pôle orienté édition. Alors j'y viens tout de suite, sur le sujet édition. Nous avons décidé très rapidement de créer une activité nous permettant de rassembler notre savoir-faire en ressources humaines, gestion de compétences donc du coup, et informatique, pour tout simplement nous outiller dans le cadre de nos activités orientées conseil en gestion d'entreprise, puisque notre objectif c'était justement de travailler sur des approches très concrètes en termes de prise de décision, d'aide à la prise de décision, et dans cette dynamique-là, nous avons décidé de créer nos propres outils adaptés, j'allais dire, un peu à ce que nous rencontrions dans notre laboratoire, sur le terrain. Voilà. Alors vous vous définissez plutôt comme un bureau d'études, plutôt qu'un cabinet classique de conseil. Juste en 2 mots, pour faire plaisir à vos concurrents, qu'est-ce qui fait votre différence ? Alors notre différence, tout simplement, c'est qu'effectivement on va travailler avant tout sur l'individu dans notre approche. On va vraiment essayer de recentrer, j'allais dire, la problématique compétence autour de l'individu, en apportant un premier bénéfice à cet individu, en le rendant acteur dans son positionnement professionnel, avec comme objectif justement de lui permettre de contribuer à la productivité et au développement de l'entreprise. Très bien, merci. Stéphane Thivin, Skillview, de quoi s'agit-il ? Alors, Skillview, c'est un éditeur de logiciels qui commercialise aujourd'hui une application, un mode SaaS. L'entreprise est née, donc moi je suis universitaire, et avec Christophe Alloy, qui est par ailleurs un ami d'enfance, qui lui était un serial entrepreneur. Donc on a créé cette société en 2012, ça fait 5 ans maintenant. Et on est parti d'un constat. On est parti du constat que le problème de l'employabilité en France était en grande partie dû à la problématique de la compétence. Et cette problématique, elle concerne tout le monde, tous les individus qui veulent acquérir des compétences, qui veulent valoriser ces compétences sur un marché, qui veulent changer de métier, etc., qui veulent se former. Les entreprises, qui disent toutes aujourd'hui que pour être performant, il faut que les collaborateurs soient performants, soient compétents, soient heureux dans leur développement personnel dans l'organisation. Les pouvoirs publics, qui disent qu'aujourd'hui, la compétence d'une nation, elle est liée à l'intelligence et aux capacités d'action des citoyens. On le voit bien. En clair, ça concerne tout le monde. Et donc, dans mon métier d'enseignant, plutôt sur des formations professionnelles, à l'Université Lyon 1, à l'IUT en particulier, je me suis vite rendu compte qu'en accompagnant les individus,
en travaillant avec des entreprises, en travaillant avec des acteurs de l'emploi également, ou des syndicats d'entreprises, la CPME, le CJD, le MEDEF, on ne parlait pas le même langage. Il n'y avait pas de langage commun de la compétence. Donc, Skillview s'est dit, on va développer. C'est un harmoniseur ? Un fluidificateur, un harmoniseur, l'espéranto de la compétence. Bon, on n'est pas des apprentis sorciers, mais on a vraiment mis des années à construire le cœur d'une base de données qui a agrégé la plupart des référentiels métiers existants et métier aujourd'hui évidemment dynamique, mis à jour en temps réel. Il suffit de voir ce qui se passe avec le digital sur l'évolution du métier, des métiers du marketing par rapport à ça en particulier. Mais tous les métiers sont concernés par une évolution rapide. Et donc, premier point, construire une base de données évolutive qui puisse être mobilisée par tous les acteurs de la compétence de façon à ce qu'ils parlent le même langage. C'est-à-dire que cette base de données va être utilisée par les individus pour qu'ils puissent se construire assez vite un profil compétence, par les formations pour qu'elles puissent traduire. La plupart des formations aujourd'hui sont illisibles sur leur contenu de l'extérieur. On va se faire des amis. Ouais. Non, mais je suis moi-même universitaire. Les gens me disent, mais ils font quoi tes étudiants? Eux-mêmes, ils ne savent pas dire ce qu'ils font. De l'extérieur, les entreprises ne savent pas où trouver les bonnes formations. Et les individus ne sont pas capables de se représenter ce qui est attendu par un recruteur. Donc tout ça, en fait, match, entre guillemets, que je sois demandeur d'emploi ou que j'ai envie de changer de métier, que je sois une agence locale pour l'emploi, que je sois un chef d'entreprise, c'est-à-dire que je saurai exactement, en fait, il y aura plus d'erreurs. Attention. Ou très peu. Skillview, c'est une Vous application. Vous commencez à ouvrir le parapluie. Non, pas ça. Mais rien ne remplace l'humain. On est d'accord. Et à ce titre... Depuis le début de Digitaline 2017, on le dit. On parle beaucoup de digital, mais rien ne remplace l'humain. Rien ne remplace l'humain. Et dans cette approche... Alors, Skillview, c'est à la fois... Alors, vous m'avez posé la question, du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au-delà du moteur de recherche et du langage commun de la compétence qu'on a dans notre base de données, on a développé des fonctionnalités à destination de nos clients. Et nos clients, ce sont évidemment les formations, ce sont les acteurs de l'emploi, Pôle emploi, mais tous ceux qui peuvent accompagner les individus sur les territoires, très important. J'ai dit le mot accompagnement, ça fait le lien avec l'humain, et c'est pas Nicolas et Human Booster qui va nous dire l'inverse. L'enjeu, c'est de connaître l'individu, de comprendre la complexité. Nous sommes tous tellement différents. Donc j'ai dit l'individu, les clients, les formations, évidemment, qu'elles soient initiales ou continues, les acteurs de l'emploi, Pôle emploi, pour fluidifier l'offre et la demande de travail, et également les entreprises. Mais pour les entreprises, là, nous passons par des cabinets RH qui eux-mêmes mobilisent notre application pour valoriser et dynamiser le conseil qu'ils ont dans l'accompagnement des entreprises pour les ressources humaines. Alors ceux qui sont devant leur écran peuvent chercher, mais pour l'instant c'est du B2B. On ne peut pas en individu s'inscrire et traduire son CV en compétences. Oui. Pas encore. Pas encore. Notre idée au départ, elle est liée sur la question de l'accompagnement, elle est liée à cette question de l'accompagnement. Et on n'est pas des apprentis sorciers, c'est-à-dire que c'est pas en claquant des doigts que l'on va, comme ça, proposer un outil qui va résoudre, on l'a entendu dans pas mal d'applications, les gens disaient on va résoudre le chômage, on va résoudre le problème du chômage. Non. Bon, soyons modestes. Partons de la représentation que se fait de l'individu de lui-même, de son projet, et travaillons avec lui sur la construction de son projet, en se basant sur ses aptitudes, là je laisserai la parole à Nicolas, mais également en lui donnant les éléments pour valoriser les compétences qu'il a déjà. On vient de finir une opération avec Pôle emploi sur les métiers de la comptabilité. La première réaction des gens, c'est que le fait de faire un profil compétence, ça me donne confiance. Parce que je sais mieux expliciter ce que je sais faire. Je sais mieux me vendre, entre guillemets, me Et présenter. après, évidemment, je sais valoriser mon offre sur le marché.
Merci. Alors, Nicolas, l'approche de l'individu, justement, avec ces nouvelles, on va dire, ces nouveaux outils liés au digital, est-ce que ça change foncièrement la donne quand on est, comme vous, un cabinet spécialisé dans la gestion des emplois et des compétences? Oui, oui, très clairement. Alors, je voudrais juste peut-être, en introduction de, de ce point, revenir sur le fait que, effectivement, l'accompagnement humain est un élément essentiel. Mais ce qui est intéressant dans cette table ronde, c'est qu'on parle de digital learning, mais le digital learning, finalement, répond à la question du comment. Et nous, en fait, avec Stéphane, on apporte des réponses sur le pourquoi et sur le pour qui. Ce qui met bien en évidence qu'aujourd'hui le digital learning c'est très large finalement en termes de champ d'action et on peut utiliser ce terme de gestion de chaîne de valeur qui permet effectivement de partir de l'individu jusqu'à l'entreprise et jusqu'à l'accompagnement de son intégration dans l'entreprise. Donc voilà, donc après notre solution qui s'appelle donc la solution Equinox est composée de plusieurs briques, alors qu'on appelle des briques décisionnelles. On est là pour créer des points de repère objectifs et rationnels. On a créé un outil en fait qui s'appuie sur un socle scientifique, donc qui permet effectivement d'apporter vraiment une dimension valide, hein, j'allais dire, sur cette approche-là, qui est systématiquement accompagnée aussi d'une restitution individuelle, hein, puisque ça reste quand même un outil informatique, hein, donc je reprends un peu les propos de Stéphane tout à l'heure, et qui va permettre effectivement de mesurer ce que je suis. Hein. Je vais essayer de démocratiser un petit peu les propos, donc on va mesurer effectivement, on va pouvoir identifier ce qui compose la personne en termes d'aptitude et de mode de fonctionnement. Et ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est qu'on va pouvoir comparer ce que la personne est à ce que son environnement peut attendre d'elle ou peut l'amener à faire. Donc si on se projette en fait dans des trajectoires en direction des entreprises, on va pouvoir travailler sur la modélisation d'un profil de poste, mais avec un filtre aptitude. Et c'est là où on a vraiment cette valeur ajoutée, puisque du coup, on a des outils comme Skillview, qui aujourd'hui, avec cette agrégation, hein, j'allais dire, de l'ensemble des référentiels, permet vraiment d'avoir une lecture commune et extrêmement large finalement pour traduire effectivement ces besoins en termes de savoir et de savoir-faire. Et nous, on va pouvoir intégrer dans cette dimension-là, cette dimension savoir-être, donc aptitude et mode de fonctionnement. Donc nous, on va utiliser en termes de vocabulaire les logiques par exemple de détection potentielle. Grâce à ça, on va pouvoir travailler avec des demandeurs d'emploi, à titre d'exemple, effectivement pour identifier des potentiels et des évolutions possibles en termes de trajectoire professionnelle qu'on va pouvoir transposer dans cette question qu'on a posée tout à l'heure, qui est le pourquoi faire. Et ensuite, on viendra répondre de manière complémentaire avec maintenant, ok, on sait pourquoi faire, la question maintenant c'est comment on va le faire. Et on va pouvoir travailler effectivement. Donc là, c'est plutôt le plan de formation après. Et là, on sera effectivement très clairement dans les outils de e-learning. On est plus classique là, déjà dans la suite du tuyau. Si voilà, tout à fait. Ainsi. C'est le départ qui change. Comment c'est perçu de la part de l'entreprise déjà, et puis aussi soit du demandeur d'emploi ou de celui ou celle qui souhaite changer de poste, qui est en... Alors, c'est très bien perçu dans le sens où aujourd'hui, on apporte de vraies réponses. C'est-à-dire que quel est l'impact du digital learning aujourd'hui sur la gestion des talents et des compétences? C'est que c'est une réponse, par exemple, à des problématiques d'attractivité de territoire, de problématiques d'employabilité sur des territoires. C'est une réponse à des problématiques, quand tu en parlais tout à l'heure, Stéphane, d'emploi sur des métiers en tension. Alors, je vais prendre l'exemple de la société Accenture avec laquelle on travaille, qui est une société de plus de 400 000 personnes dans le monde, qui est aujourd'hui petite PME qui voilà, vient de démarrer, qui du coup est confrontée à une vraie tension sur le marché des publics développeurs informatiques. Si je rattache ça à la problématique d'attractivité du territoire de l'Auvergne, malheureusement, où on a quand même des gros clients qui tirent une grosse activité, on se retrouve avec une pénurie de public. Nous, on a clairement, ils ont du mal à attirer des gens pour venir en Auvergne. Voilà, et à les faire rester surtout. Oui. Voilà. Donc voilà, on a quand même des structures de type, toutes les ESN qui sont présentes, il y en a au moins 7 ou 8 aujourd'hui sur Clermont, c'est des structures de 200 à 350 collaborateurs. Donc il y a un vrai besoin là-dessus, sauf qu'à un moment donné, le bassin d'emploi ne permet pas, j'allais dire, de fournir suffisamment de compétences informatiques. Alors pour venir à votre question, on a proposé en fait une solution qui avait comme objectif de partir de gens à potentiel, de partir d'un existant, donc identifier des personnes à potentiel sur un territoire, d'identifier effectivement un besoin en termes de recrutement et de pouvoir effectivement créer derrière une passerelle en termes de formation, qu'elle soit digitalisée ou non digitalisée. Et nous avons du coup, par rapport à ce type de sociétés qui ont plutôt l'habitude de recruter des profils Bac+5, ingénieur, avec un petit peu d'expérience, etc., valider le fait qu'on pouvait s'orienter vers un public niveau Bac+2, peut-être pas tout à fait dans les critères, mais justement avec cette logique d'outils de type Equinox, on arrive justement à créer cette confiance dont l'entreprise a besoin pour dire ok,
Aujourd'hui, vous êtes en train de m'expliquer que je peux imaginer un début de solution pour justement recruter ces personnes-là et pouvoir satisfaire aux besoins de mon client. C'est-à-dire que vous changez un peu le tamis. Ils ne seraient pas passés, par exemple, les personnes que vous venez de citer, Bac+2, ils ne seraient pas passés dans le circuit traditionnel, ils auraient été écartés. Clairement. Là, vous changez la taille du tamis en leur laissant une chance grâce à l'étude d'autres compétences, ou peut-être, vous le disiez, j'aimerais qu'on revienne là-dessus, sur le savoir-être. Il y a aussi, pas simplement, j'ai fait Bac+5, j'ai été embauché chez X, Y, j'ai été développeur en chef, etc., j'ai managé. Vous regardez autre chose. Voilà, exactement. Et alors, ce qu'on a pu faire justement avec les équipes d'Accenture, au niveau du top management, ça a été de modéliser le profil type de développeur informatique, non pas en termes de savoir-faire, puisque ces personnes n'ont pas la compétence technique au départ, mais en termes d'aptitude et de mode de fonctionnement, par rapport à un échantillon de développeurs représentatifs dans l'entreprise sur le secteur de Clermont-Ferrand, à embaucher chez Accenture. Sur la base de cette cible-là, on a pu comparer le profil des personnes qu'on a pu sélectionner, non pas en disant on va les faire rentrer dans des cases, parce que c'était pas du tout l'objectif, mais ça nous a permis quand même de tirer des tendances qui nous ont permis de valider, donc de sécuriser la valeur humaine de ce projet. Et ce qui a pu donc amener une entreprise qui n'aurait jamais pensé s'orienter vers ce type de public, à dire ok, moi aujourd'hui j'ai un socle scientifique qui me dit cette personne-là elle a les aptitudes pour évoluer chez moi. Alors on a fait 2 sessions de 8 personnes qui ont suivi un parcours de 3 mois à chaque fois en formation collective et qui ont été embauchées en CDI. Et là on nous parle d'une V3 pour 2018. Donc la preuve par l'exemple, cette approche elle est extrêmement constructive et elle permet effectivement de pouvoir apporter une vraie valeur ajoutée. C'est là où je voulais en venir. Quand on parle de digital learning, c'est toute une chaîne de valeur qu'il faut prendre en considération. Et on est très clairement dans une évolution, j'allais dire, du mode de pensée de l'enseignement avec tous ses tenants et aboutissants. Voilà. Merci. Qu'est-ce que ça change pour le manager ou le management de ce point de vue-là? C'est une remise en question complète, Stéphane Thiva? Oui. Une révolution? Je vois que vous froncez les sourcils. Ah oui, là c'est une vraie révolution. Pour le coup, c'est une révolution. Ça implique que le premier élément de réussite pour un manager, c'est d'être capable de permettre le développement personnel de son collaborateur. J'ai dit développement personnel, j'ai pas dit développement de l'organisation. Donc ça veut dire que si la relation au sein de l'organisation, la relation de management, la relation dans les équipes, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, l'enjeu clé, c'est évidemment le travail en équipe, eh bien, si on n'intègre pas comme élément fondamental le développement personnel de l'individu, il va partir. Si dans son développement personnel, il veut une vie urbaine avec une très très forte activité culturelle, ça va expliquer qu'il ne va pas vouloir s'implanter dans des zones rurales. On se dit, mais oui, mais il y a quand même des postes, il faut y aller. Mais il n'ira pas. Il préférera être en concurrence et passer par des... Donc ça remet énormément de choses en cause. Et j'ai presque envie de dire, c'est la même chose au niveau de la formation initiale. Je vais vous donner un exemple frappant. Alors, la pédagogie, vous allez en parler, elle en parlera très bien, Clarence, il y a une révolution pédagogique aujourd'hui. Il faut arrêter de mettre des apprenants tous derrière des tables assis avec le même programme pour tout le monde. Ça a été le thème hier développé. Bon, on va pas revenir dessus, mais du coup, c'est un peu la même logique sur la formation. C'est-à-dire, c'est qu'est-ce que tu veux faire? Le collaborateur peut dire, je veux partir dans 2 ans, ça nous est arrivé. Dans 2 ans, j'ai envie de partir aux États-Unis. Et là, la seule réponse qui est possible par le manager, c'est oui. C'est pas de lui dire oh non, tu vas rester. C'est pas possible. C'est ça pas va mettre l'équipe en possible. difficulté. On va être en difficulté. Ouais. Mais c'est oui. Bien sûr, mais ça nécessite derrière des outils pour remplacer, pour aussi faciliter sa mobilité. Bien sûr. Bien sûr que ça nécessite une remise en cause. Pareil, je vous donne juste un exemple. Nous, on a fait intervenir, en termes d'organisation, là je vous parle de Skilloo, mais on pourrait parler après d'autres organisations, on a fait intervenir quelqu'un en ergonomie du travail pour analyser, nous, il y a 3 équipes. Il y a le pôle doc qui alimente le référentiel SkillView, le cœur. Il y a des développeurs qui fonctionnent en méthode agile, c'est-à-dire aujourd'hui avec le pôle doc et avec les business développeurs. Donc 3 pôles, développeurs, business développeurs, ceux qui sont en relation client, qui accompagnent les clients, et pôle doc. Eh bien, on s'est aperçu, on était sur
Bon, entreprise très cool, hein, une quinzaine de personnes, Babi, on imagine ça. Cafette. Eh bien, voilà, oui, cafette Des couleurs vives. auto-organisée, voilà. Des Bon. meubles à monter soi-même d'un Suédois. Des meubles à monter soi-même, voilà, qu'on a monté en... Mais exactement, bien vu. Et alors, ils veulent quand même être dans la tour Pardieu, parce que c'est beaucoup mieux pour les transports. Bon, c'est sûr. hein. Ça se Bon, comprend. mais globalement, à un moment, ce qui est ressorti de cette approche, l'idée de demander aux collaborateurs ce qu'ils veulent. Nous, avec Christophe, on était dans un bureau, parce que lui, il passait un temps fou au téléphone, etc. Eh bien, ils nous ont dit, on veut qu'ils sortent du bureau, qu'ils viennent s'asseoir à côté de nous. Donc, du coup, on a transformé le bureau en salle de réunion, et on s'est mis à côté d'eux. Bon. L'idée du bureau, j'en parlais à l'université, l'idée de dire à tous les enseignants, il n'y a plus de bureaux personnels fermés, individualisés ou à deux, mais des bureaux ouverts sur lesquels il y aura une beaucoup plus grande proximité avec les apprenants et les intervenants extérieurs et les entreprises. Il y a de plus en plus d'entreprises présentes aujourd'hui et des intervenants d'entreprises à l'université et dans les écoles. Ben, ils n'ont pas de bureau. Quand ils arrivent, ils vont où? Ils sont dans les couloirs. Ou s'il y a une mini-salle, ils se mettent dans la salle, on ne sait pas. Voilà. Donc bon, il y a un changement complet de l'approche et il faut partir du vouloir agir de l'individu. Voilà. Donc la révolution, il y a à la fois une révolution dans les organisations, il y a une révolution pédagogique, parce que s'il y a un vouloir agir en amont, s'il y a un vouloir agir, il faut créer les conditions du pouvoir agir. Et nous on travaille avec le CNAM par exemple. C'est un grand parallèle avec ce que tu as dit avant, Nicolas. Le CNAM aujourd'hui forme, c'est un énorme organisme sur la formation continue en France. Et là, ça sur fait quelques centaines d'années qu'il existe. Ouais. Ouais, une vraie culture humaniste. Enfin, tout ça. C'est l'abbé Grégoire, hein, c'est ouais, ça ouais. Il y a fort longtemps. Ouais, il y a fort longtemps. Et aujourd'hui, il y a quand même un enjeu d'intégrer des publics qui sont des publics qui n'ont pas réussi sur la formation initiale. Et pour les intégrer, là, on les accompagne dans la traduction en compétences. Ils lancent une formation de technicien de maintenance informatique sur un public. Il y a 10 réfugiés et 10 jeunes issus de missions locales qui étaient des décrocheurs. Donc ils ont été sélectionnés. Là, je pense que Human Booster aurait apporté un gros plus sur la logique d'aptitude en amont. Et aujourd'hui, donc, on travaille avec eux. Pourquoi? Pour que on traduise. Vont tous avoir un profil SkillView. On va traduire en compétences, en bloc de compétences, c'est la logique de la formation continue aujourd'hui, l'ensemble du programme qui est quand même assez lourd, parce que pour être technicien de maintenance, ça se fait pas sur un mois, donc c'est une formation assez lourde, mais dont on sait déjà qu'il y a les attentes à la sortie, ces 20 personnes qui, a priori, aujourd'hui, si on approche le marché du travail avec une logique classique, on dit « Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont éloignés de l'emploi. Ils relèvent du social. » Non. Donc le digital permet aussi de limiter, alors c'est intéressant parce que d'habitude il y a plutôt une fracture du numérique, mais là ça permet de limiter la fracture de l'emploi vis-à-vis d'un certain nombre de publics. Ah, oui. C'est ce que vous nous expliquez avec le CNAM, c'est ce que vous nous avez expliqué avec Accenture, c'est-à-dire qu'avec cette façon de regarder plutôt les compétences que les diplômes et l'expérience passée, on serait à même de faire matcher un certain nombre de choses, d'offres d'emploi et d'individus qui sont à la recherche d'un job. Très clairement, et pour rebondir sur ce que tu dis, en fait, on peut mettre ça en perspective notamment du label Grande École du Numérique, qui est une initiative du gouvernement au niveau national, qui a référencé 419 formations sur vraiment de nombreuses thématiques qui vont du développement aux techniciens de maintenance informatique. Donc nous-mêmes, nous avons le label sur Clermont-Ferrand, Brioude et sur Lyon. Et l'ADN de ce projet-là, c'est justement au regard des enjeux, et j'y venais tout à l'heure, des métiers en tension sur le domaine du numérique, c'est juste le constat qui est fait, c'est que l'appareil institutionnel aujourd'hui de l'éducation ne permet pas de fournir suffisamment de compétences informatiques dans les prochaines années, actuellement et pour les prochaines années, pour répondre à la problématique de la transformation digitale. On peut parler du digital learning notamment. Donc l'initiative a été prise effectivement de chercher à alimenter indirectement ce dispositif de formation, alors c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais par le bas, en allant chercher des personnes qui n'ont pas de compétences initiales dans le domaine de l'informatique, qui pour certaines personnes sont des décrocheurs scolaires, et avec pour vocation justement d'avoir une dimension sociétale, c'est-à-dire d'aller chercher aussi des gens éloignés de l'emploi.
Et on est plusieurs organismes aujourd'hui au niveau national à porter ce projet-là. Alors nous, on peut en parler effectivement, puisqu'on a fait partie en plus d'une des formations qui a été valorisée auprès du ministère courant mai là, pour la présentation du premier rapport annuel. Et ce sont effectivement des dispositifs qui permettent du coup d'aller chercher effectivement déjà un potentiel. Et quand on utilise effectivement ces logiques de détection de potentiel, de validation d'aptitude de mode de fonctionnement, l'objectif c'est justement de sécuriser ces parcours-là pour éviter de mettre à nouveau ces gens dans une voie sans issue si effectivement on se trompait, puisque du coup il faut éviter effectivement dans ce contexte de réorientation ce type de situation entre guillemets d'échec à nouveau. Je suis en présence de convaincus évidemment là. Vous êtes très convaincus de la méthode que vous appliquez. En termes d'évangélisation, je suppose qu'il y a énormément de travail à faire puisque ça remet un peu en question, notamment dans les services RH, dans les directions des ressources humaines, ça remet en question un certain nombre de piliers sur lesquels évidemment ces gens-là s'appuyaient pour faire leur sélection. Si on parle de sélection, oui, mais ça ouvre aussi des perspectives, puisque quand on travaille sur la détection de potentiel, on sait aujourd'hui que quand on va recruter une personne, on a un véritable enjeu pour une entreprise. Alors qu'il s'agit d'une entreprise de 10 000 personnes ou une entreprise de 3 personnes, alors effectivement, l'impact sera plus ou moins dilué. Mais l'enjeu, il est là. Donc, quand on peut travailler effectivement à un moment donné sur la sécurisation de la sélection par un outil comme le note d'aide à la décision, on va pouvoir à un moment donné, face à une liste de 2, 3, 4, 5 profils shortlistés, avoir en plus de l'impression du premier manager, du deuxième manager, du troisième manager qui a passé ces 3 entretiens, puisque c'est comme ça que ça fonctionne, apporter une dimension nouvelle en termes et scientifiques dans l'aide à la décision. J'ajoute que, pour venir à cette dimension-là, on a la possibilité aussi, plutôt que d'aller chercher des personnes à l'externe, de se poser la question de l'organisation, on en parlait tout à l'heure, et d'identifier du coup peut-être des collaborateurs en interne qui sont là, qui ne sont pas sur cette position de manager, mais qui en ont pour autant les aptitudes. Et on n'avait peut-être pas détecté ça, ou on en avait peut-être l'impression, mais on n'était pas sûr, parce que cette personne aujourd'hui, elle est magasinier finalement, ou enfin voilà, on va imaginer qu'elle est sur un poste qui n'a rien à voir avec une fonction de manager. Et on va se rendre compte dans les compétences transférables aussi que cette personne-là à côté, elle est présidente de son club de foot, et que dans son petit village à côté, donc elle va chercher malgré tout à s'épanouir par rapport à ce potentiel-là, via un autre levier. Nous, aujourd'hui, grâce à cette approche orientée digitalisation, si je veux le tourner comme ça, on est en capacité aussi de permettre finalement à un dirigeant de valider que l'impression qu'il a sur cette personne qui pourrait être peut-être un manager, ou peut-être tout simplement de détecter cette personne alors qu'elle n'était pas détectée, peut être effectivement un bon levier pour pouvoir travailler sur l'organisation de son entreprise sans forcément prendre le risque d'aller chercher quelqu'un à l'extérieur. Et pour faire le lien avec Stéphane et les plateformes SkillView, on va pouvoir du coup mettre en perspective le pourquoi, c'est-à-dire voilà, et surtout le comment derrière, c'est-à-dire comment on va pouvoir accompagner cette personne dans l'année à venir ou dans les 2 ans à venir pour faire grandir cette personne sur cette fonction de manager. Alors ça m'intéresse puisque le thème c'est l'impact du digital learning sur la gestion des compétences et des emplois. On a beaucoup parlé jusqu'à présent de la détection et de faire, pardon pour l'anglicisme, de faire matcher les uns avec les autres, l'entreprise avec l'individu, mais on n'a pas beaucoup parlé du digital learning sur la formation de la personne. Là aussi, vous parliez de changement de pédagogie, ça doit rentrer petit à petit dans les habitudes, pour une fois qu'on a détecté l'individu. Oui, là il y a un enjeu national. C'est-à-dire que aujourd'hui, si on fait une analyse par exemple de l'usage des MOOC, on s'aperçoit que c'est plutôt les gens qui sont déjà les plus qualifiés qui les utilisent, et que globalement l'accompagnement ou la structuration pédagogique et la mobilisation de ces outils digitaux qui sont accessibles dans le monde entier, d'où un intérêt pour l'Afrique où il n'y a pas de profs par exemple, sont relatifs. Pourquoi ils sont relatifs? Il y a au moins, nous on s'en est rendu compte quand on s'est préoccupé de la question de l'optimisation des choix de formation, et quand on se préoccupe vraiment du lien entre l'individu et son projet. Parce que ce qui se passe, c'est qu'avant de choisir une formation, blended, j'ai envie de dire plutôt blended que totalement digitalisée, c'est-à-dire hier, ouais. voilà, qui va
organiser des allers-retours entre des moments d'autonomie complète dans le suivi de la formation, puis des moments de rencontre. En communauté. En communauté. Le collectif est fondamental, reste fondamental. Et bien par rapport à ça, qu'est-ce qui n'est pas fait aujourd'hui? Tant dans la formation continue en entreprise que dans l'accompagnement en cours de formation. Première chose qui n'est pas faite, j'ai fait le sondage dans un colloque sur le digital learning dans les grandes entreprises françaises. Qui fait un profil compétences des individus avant l'entrée en formation? Personne. Qui précise le contenu, dans le détail, le contenu des formations suivies, que ce soit une formation Excel ou une formation sur la communication interpersonnelle. Alors maintenant, ça commence. Et du coup, qui précise l'objectif de compétence à l'issue et comment on l'évalue? Si vous n'avez pas ces trois choses, on peut se poser... L'intérêt de la formation. De partir en formation, voilà. Si je vous comprends bien. Vous imaginez un petit peu, on peut soit tomber dans un système de gabegie financière à prescrire de la formation qui n'est même pas souhaitée par l'individu. Je reviens sur le vouloir agir et sur le projet de développement personnel. De la formation qui est inadaptée. Les gens arrivent en formation, l'écart qui peut exister entre les apprenants va être tellement énorme qu'il y en a qui n'ont pas besoin de la suivre et d'autres qui auraient besoin de prérequis qui n'ont pas suivi. Waouh! Et qu'est-ce que le digital learning va améliorer alors? Alors, le digital learning va améliorer la capacité j'ai envie de dire, à saucissonner l'offre, vraiment à la carrosser. Saucissonner, c'est plus parce qu'on est à Lyon. Carrosser, c'est plus pour les Stéphanois. D'accord. Donc ils aiment bien le tuning. Ouais. Bon, c'est un supporter lyonnais qui dit ça. Ouais, un petit clin d'œil à nos amis stéphanois. Ouais. Donc, l'enjeu va être, si demain j'ai des modules de formation massifs avec des intitulés, j'y comprends rien. Par contre, si j'ai, comme fait l'INSA aujourd'hui, l'INSA, je vais à l'INSA pourquoi? Pour être ingénieur insanien. C'est le diplôme. Ouais. Eh bien, si vous discutez aujourd'hui avec Christian Olagnon, qui est le directeur de la formation, il dit c'est pas ça qui m'intéresse. C'est que les jeunes sachent à quelle compétence ils vont arriver en suivant tel module. Même dans les prépas, même dans la prépa intégrée. Vroom. Ils ont créé, alors c'est Laurent Lebrun, un poste de chef de projet compétences qui a rencontré tous les enseignants. Ils travaillent là-dessus depuis 3 ans. Bon, et c'est la première fois qu'ils achètent un produit informatique qui n'est pas fait par l'INSA. Ils nous ont dit, c'est un peu particulier. C'est qu'il devait être intéressant. On sait tout faire. On sait tout faire. Bon. Ils se sont dit, à un moment, on ne sait pas tout faire. Donc, petit clin d'œil aussi à Christophe Audet, qui était qui est aujourd'hui. Donc là, on saucissonne, voilà. On est capable de découper. De dire à la fin de X années, voilà. Et oui, et après, de choisir, d'avoir une trajectoire d'apprentissage, qui n'est pas un silo unique. Désolé, mais aujourd'hui, si je vais jusqu'au Master 1 biologie, j'ai quoi dans le choix des cours que je suis? Visiblement. Ce qui est... Nicolas Mourgue. Pour compléter tes propos, hein, ça me fait penser aussi à 2 approches. Bon, la première, pour reparler un petit peu d'Equinox, c'est qu'on travaille actuellement notamment sur des approches orientées R&D. On a d'ailleurs échangé avec Mascotte à ce niveau-là. C'est qu'on est aussi en capacité sur cette dimension mode de fonctionnement, préférence cérébrale, etc., de pouvoir identifier en fait les modes d'apprentissage des personnes. Donc, pour revenir à cette logique de profil compétence, alors moi j'aurais plutôt le profil apprenant, profil aptitude. Enfin après, il faut trouver la bonne terminologie. On est en capacité, pour répondre à votre question Jérôme, de pouvoir aussi, à un moment donné, accompagner cette logique de digital learning avec cette dimension orientée identification du mode d'apprentissage. Et donc du coup, si on pousse le raisonnement, d'orienter la plateforme de digital learning, si je veux le tourner comme ça, en aidant cette plateforme finalement à pousser les bons contenus en qualité et en quantité en fonction du mode d'apprentissage de la personne qu'on aura en face de nous. Et ça met en perspective, parce que tout ça est très lié,
sans rentrer dans le détail de la notion de big data, c'est que quelque part, plus on va utiliser ce type de plateforme, plus on va aussi générer de la donnée qui peut être demain analysée, exploitée pour mieux comprendre en complémentarité de nos outils, par exemple, les modes d'apprentissage des apprenants en fonction de tel type d'évaluation, etc. Et on va pouvoir constater que ce module, il est plus adapté à cette typologie de personnes parce qu'on se rend compte que, par exemple, en finalement ayant passé seulement 20 minutes sur ce module-là, cette typologie de personnes a eu tant de scores à l'évaluation, alors que l'autre typologie de personnes a passé 40 minutes et a eu moins de temps en termes d'évaluation. Donc tout ça, c'est très intéressant parce que du coup, en termes de prospective, on est en train aussi d'ouvrir le champ des possibles par rapport à cette dimension digital learning qui n'est finalement qu'au début, hein, je pense, de ce qui peut arriver demain. Et ça, je pense, pour répondre à la question, ça va vraiment dans ce sens de cette logique d'accompagnement. J'aimerais que l'on termine, il nous reste encore quelques minutes sur ce projet de gestion territoriale des emplois et des compétences. Oui. Vous avez évoqué, je salue les Clermontois, on a salué les Stéphanois et les Lyonnais, vous avez évoqué la difficulté pour certaines entreprises d'attirer des talents, voire de les garder. Et donc vous travaillez aussi sur cette espace d'un territoire qui peut-être est en demande d'emploi à mettre en parallèle avec des demandeurs d'emploi qui pourraient matcher avec ce territoire. Oui, tout à fait. Alors d'ailleurs, ça a été un peu l'objet aussi de notre rencontre avec Mascotte et avec Skillview, comme quoi j'ai utilisé tout à l'heure le terme de chaîne de valeur et c'est très représentatif. Donc là, on va se lancer effectivement dans différentes expérimentations avec des bassins différents puisque les problématiques vont être différentes. Le point commun, il est quand même qu'à un moment donné, on se retrouve sur des territoires où on a de vraies problématiques d'employabilité. On a pour autant des entreprises qui ont une vraie activité économique, mais ces entreprises aujourd'hui, elles ne trouvent pas les compétences dont elles ont besoin. Et on a des demandeurs d'emploi qui sont là, qui ont des potentiels aussi, qui ont des aptitudes. Alors quand vous dites ils sont là, ils sont sur le territoire ou... Ils sont là, ils sont sur le territoire et peut-être qu'ils peuvent être attirés aussi d'ailleurs. Hein. C'est aussi, on touche aux problématiques d'attractivité d'un territoire à un moment donné et donc d'attractivité des talents au-delà de la dimension compétence déjà. Voilà. Et donc ce projet-là, il a pour vocation effectivement de réunir plusieurs acteurs autour de la table. Je le souligne quand même, c'est important, hein, c'est que c'est un projet à titre expérimental qui est porté aujourd'hui par l'OPCA qui s'appelle Opcalia, qui a vraiment la volonté de pouvoir expérimenter avec des acteurs comme nous ce type de projet. Et je vais parler également du quatrième partenaire qui s'appelle Arthur Hunt, qui est un cabinet de conseil en gestion de compétences spécialisé effectivement sur un accompagnement d'entreprise. Et on a tous décidé en fait de mettre nos expertises en commun, j'allais dire en mode bienveillance, pour essayer effectivement de voir si, avec cette approche digitale, puisqu'aujourd'hui on ouvre finalement beaucoup plus de perspectives qu'avant, on peut éventuellement, en capitalisant sur l'exploitation des données qui nous sont données aussi, puisqu'on a accès maintenant à des données sur l'employabilité sur les territoires, donc nous ça nous amène aussi à avoir d'autres réflexions, on en parlait encore avec Stéphane l'autre jour, donc comment peut-être on peut imaginer des nouvelles solutions pour essayer de créer des passerelles entre ces entreprises qui ont quand même des besoins et qui ne trouvent pas, et ces demandeurs d'emploi qui sont là, qui cherchent un emploi et qui ne trouvent pas. Alors évidemment, il n'y a pas de solution toute faite. Il va falloir... On a dit que ce n'était pas une baguette magique. Voilà. Après, j'aime bien votre terme de matching. Puisqu'en fait, l'idée c'est ça, c'est d'arriver à créer ce point de rencontre et arriver à faire en sorte qu'avec ce langage commun, on puisse identifier des aires de mobilité. Et Stéphane, je vais peut-être laisser développer ce point-là parce que c'est très en phase avec l'application Skillview. Mais effectivement, nous, on souhaite effectivement, dans le cadre de ce projet, avoir une dimension un peu sociétale aussi, pouvoir justement identifier, enfin revaloriser, j'allais dire, des profils en recherche d'emploi, on va dire en mobilité professionnelle, redonner confiance, t'en parlais tout à l'heure Stéphane, on est clairement dans cette dimension-là, en donnant une autre grille de lecture en fait. Et quand on parle de digitalisation, on parle surtout de nouvelle organisation, de nouveaux modes de pensée. Donc c'est aussi cette dimension-là qui nous amène dans cette réflexion. Stéphane Thivin, sur ce sujet, c'est vrai que ça rejoint un peu même beaucoup, votre application que vous nous avez présentée en début de table ronde. Voilà, de faire correspondre le besoin avec l'offre. Oui, tout en intégrant l'offre avec la demande. Voilà, l'offre et la demande avec des logiques territorialisé, vous voyez, c'est assez étonnant. Dans les années 80-90, j'ai fait une thèse en économie industrielle et mon groupe de recherche, c'est de travailler sur les territoires. Et ce dont on s'est vite aperçu, c'est que la dimension de formation, alors à l'époque on appelait ça le capital humain, est essentielle.
sur un territoire. On parlait pas encore de compétences. À cette époque, on parlait plutôt de qualification. On était plutôt sur un mode diplôme ou certification et pas tellement compétences. Aujourd'hui, les choses ont basculé. Si on analysait le nombre de fois où des responsables ou des individus évoquent la question des compétences, aujourd'hui, tout le monde a ce mot-là à la bouche. Une fois, j'ai fait un test. Quelqu'un avait prononcé 33 fois en 20 minutes. C'était pas, même pas sur les compétences, mais c'est incroyable. Donc, ça, il faut que ce soit territorialisé. C'est-à-dire qu'il faut que ça implique des acteurs qui soient locaux, mais avec le digital, qui organisent l'offre de formation de façon carrossée, adaptée. Il faut que, effectivement, on mobilise la data économique. Et là, il y a plein de gens qui sont très très bons pour ça. La DARES a des études, Pôle emploi a des super données. Pôle emploi est en train d'avancer à la vitesse grand V aujourd'hui là-dessus. On a rencontré Miso Youn, qui est la numéro 2, vous disiez tout à l'heure, ils ont des stats sur les emplois potentiellement non pourvus à différents horizons. Ça fait peur. Donc aujourd'hui, il va falloir mettre le paquet sur la formation territorialisée, tout en impliquant des dimensions aterritoriales qui peuvent être totalement digitalisées. Donc c'est pas paradoxal tout ça. C'est juste la capacité à demain à désendetter la France et à améliorer les performances économiques du pays. J'ai des questions là sur le fil. L'apport de la digitalisation pour les RH n'est-elle pas aussi lié à la maturité digitale de l'entreprise et de ses collaborateurs? Rapidement, il nous reste quelques minutes. Qui prend la question, Nicolas? Peut-être pour apporter un premier élément de réponse, c'est que oui, ça peut être lié à ça, mais c'est surtout lié aussi à l'évolution des pensées, je pense, dans notre société. Si technologiquement on avait été en capacité de travailler sur cette dimension-là il y a 20 ans, on n'aurait peut-être pas réussi à percer avec le digital learning. Aujourd'hui, en fait, on le souligne, alors on peut parler de la génération Y, etc. On peut parler aussi des organisations sur le management libéré. Tout ça, en fait, est tiré effectivement par une évolution des pensées. Et l'évolution des pensées, elle est là elle nous dit aujourd'hui, rendons acteurs les individus dans leurs choix. Sur ce sujet, Stéphane Thivin, est-ce que c'est parce qu'on est geek, j'allais dire, non, dans l'entreprise que forcément on a... Non, aujourd'hui, tous les gens qui travaillent dans le digital, tout leur job, c'est de rendre les choses accessibles aux non-geeks. Pour moi, c'est même... Il n'y a pas d'obstacle à ça. Autre question, comment mesurer la performance d'une formation digitale sur les compétences des apprenants? La mesure doit-elle être faite dans le temps ou directement à l'issue de la formation? C'est intéressant ça, sur cette notion de temporalité. Je ne sais pas qui a posé la question, c'est Frédéric. Félicitations. Hein. Ouais. Super question. Moi, j'ai des éléments de réponse pédagogiques. C'est-à-dire que dans l'idéal, il faut, sur le digital, créer une condition d'évaluation où l'individu va être un acteur et que cette condition d'évaluation se rapproche d'une situation professionnelle. C'est là où on touche la compétence. La compétence, c'est pas réussir un examen, c'est se rapprocher de la réalisation correcte d'une activité telle qu'elle va être réalisée en milieu professionnel. Alors on va appeler ça après du projet, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait faire travailler les gens sur des projets en digital et valider la réalisation du projet. Donc il faut se rapprocher de la situation professionnelle et tout l'intérêt c'est que c'est pas directement ou à l'issue de la formation. Le pape de la compétence qui s'appelle Guy Le Boterf, qui a écrit des tonnes de bouquins et qui a une chaire, malheureusement pas en France, tiens, mais à Sherbrooke, au Canada, il dit que l'enjeu de la formation c'est de former des jeunes diplômés compétents, de former des jeunes compétents, c'est-à-dire des jeunes professionnels compétents, prêts à agir dans l'entreprise. Or aujourd'hui, on forme des jeunes diplômés. Et quand vous discutez avec les gens du MEDEF, ils vous disent, il y a 4 masters français sur 5 qui ne peuvent pas être cadres. Donc, quand vous vous dites, mais je veux faire un master, vous faites un sondage dans les conseils de classe des lycées, tout le monde veut faire un master. Licence pro, il y a même certains proviseurs qui disent licence pro, c'est pas pour, c'est pour les mauvais. Il faut changer complètement d'optique, changer complètement d'optique et se rapprocher
des situations professionnelles. De la compétence. Nicolas Mourgue, sur cette question, sur Bah, ce point de vue. Oui, moi je le mettrais aussi en perspective des termes qu'on connaît aujourd'hui. Quand on parle de décrocheurs scolaires, c'est qu'on pose la question aussi de l'évaluation, et je te rejoins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, dans nos actions de formation, on travaille beaucoup plus sur l'acquisition de niveaux d'expérience. Donc on est dans cette logique de concrétisation, et c'est là qu'on va réellement mesurer que la personne a progressé, plutôt qu'effectivement de parler de notes par rapport à une logique de diplôme. Et c'est dans cette optique-là qu'on va pouvoir faire en sorte que des décrocheurs scolaires deviennent des raccrocheurs scolaires aussi. Parce qu'on va donner une autre perspective. Et du coup, là, on est en train de parler de révolution pédagogique, mais ça en fait partie, très clairement. Écoutez, là, j'ai une réponse. Oui, cela est valable pour la formation de manière générale, mais quelle serait la spécificité de la formation à distance? Est-ce qu'on peut parler de spécificité? Il nous reste 2 minutes. Comment je fais pour former des gens si j'ai pas les formateurs physiquement sous la main. Les Africains font comment? Mais je pourrais citer, il y a des tas de zones en France où il n'y a pas les formations qui correspondent. Et c'est quoi aujourd'hui la mobilité professionnelle d'une personne en France? 30 km. T'allais dire quoi? Non, mais elle peut être grande, mais quand on a ça comme donnée, on fait quoi pour former? Donc la spécificité, c'est la démocratisation de l'accès au savoir et à l'apprentissage. C'est énorme. C'est une chance fabuleuse pour le pays. Eh bien, on va terminer sur ces propos très enthousiasmants. Merci beaucoup Stéphane Thivin et Nicolas Mourgue, le premier de Skillview, le deuxième de Human Booster. On se retrouve, quant à nous, et je vous remercie parce que vous avez fait un peu de teasing, comme on dit en bon français. Vous avez parlé de l'Afrique et de l'absence de professeurs ou du déficit de professeurs. On se retrouve à 14 h justement sur quel impact du digital pour la francophonie. Et on parlera évidemment de l'Afrique avec un certain nombre d'intervenants. Dans quelques instants, Clarence Thierry sera là avec vous à partir de 10h30, dirigeante de SIDO, pour vous proposer un module sur ce livre. Comment formerez-vous demain? Et je vous rappelle que si vous tweetez, si vous êtes parmi les meilleurs tweetos de la tweetosphère, eh bien, ah oui, je vais le tenir comme ça, je vais faire mon Thierry Ardisson. Voilà, je vois qu'on essaye de me mettre la caméra. Voilà, je le fais très très bien. Donc si vous êtes parmi les meilleurs à tweeter sur les réseaux sociaux Digitaline 2017, eh bien, sachez que vous pourrez remporter cet ouvrage. Merci de nous avoir suivis. À tout à l'heure.